Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous à cette édition. Voici les titres de l'actualité de ce 10 mars. Adoption de 5 décrets au titre du ministère en charge de l'éducation nationale. Également adoption du thème de la prochaine célébration du 11 décembre dans la région du plateau central. Ce sont là les grandes lignes du traditionnel conseil des ministres de ce jour. Séance de formation sur le processus de planification locale. Durant 48 heures, plusieurs acteurs de la société se familiariseront avec ce concept. À la tête du projet, le laboratoire Citoyenneté. Aussi, dans ce journal, découvrez les conclusions relatives au récent sommet du G5 Sahel tenu en février dernier en Djamena. Sans grande surprise, la résolution du problème de sécurité est à l'honneur. Mais avant le développement de tous ces titres, Madame, Monsieur, permettez-nous de vous donner cette triste information qui nous vient donc du côté de la lagune Ébrié. Le Premier ministre ivoirien est décédé ce mercredi 10 mars. Ahmed Bakayoko, faut-il le rappeler, était hospitalisé depuis le début du mois donc de mars à l'hôpital américain de Paris avant d'être transféré en urgence en Allemagne. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans nos éditions prochaines. Le gouvernement burkinabé a tenu son traditionnel conseil des ministres ce 10 mars 2021, présidé par le président du Faso. 5 décrets ont été adoptés, tous au titre du ministère en charge de l'éducation nationale et portant sur la réorganisation des examens et concours scolaires. En outre, le conseil des ministres a également permis l'adoption du thème du 11 décembre prochain qui sera, comme vous le savez, déjà célébré dans la région du plateau central. Le compte-rendu est de Fatimata Nikiema. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales MENA-PLN était à l'honneur lors du Conseil des ministres de ce 10 mars 2021. 5 décrets au titre de ce ministère ont été adoptés. Des prescriptions portant essentiellement sur les examens et concours scolaires. Le premier décret porte sur l'organisation du CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Il ouvre cet examen à des élèves qui ne pouvaient jusque-là passer le dit examen. Le second décret porte institution et organisation des concours scolaires. Et par ce décret, donc, le gouvernement autorise désormais des candidatures libres au concours d'entrée en 6e et à celui d'entrée en seconde. Ce nouveau décret augmente l'âge limite pour passer les concours d'entrée en 6e à 16 ans au lieu de 14 ans auparavant et fixe le nombre de places disponibles, en 6e et en seconde par province et non plus par région. Les 3 autres décrets portent sur l'organisation des examens du certificat d'études primaires CEP, du brevet d'études du premier cycle BEPC et du brevet d'études professionnelles BEP. Le 3e décret porte organisation du BEP, c'est le brevet d'études professionnelles. Et ce décret est rendu nécessaire par la création donc, de directions provinciales des enseignements post-primaires et secondaires. Il innove en autorisant les élèves de la première D' et des candidats libres de ce même niveau à participer donc à l'examen du brevet d'études professionnelles. Et ce 4e décret remplace également un décret de 2015. Sa principale innovation est le renforcement de la responsabilité des circonscriptions d'enseignement de base. Enfin, le 5e décret au titre de ce ministère est relatif à l'organisation de l'examen du BEPC. C'est le brevet d'études de premier cycle et sa principale innovation est l'organisation de l'examen par la direction provinciale et non plus par la direction régionale. Le Conseil a également dévoilé le thème de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso qui est réconciliation nationale et cohésion sociale, devoir et responsabilité de tous pour un développement durable du Burkina Faso. Alors, vous savez donc, à l'instar des précédentes célébrations, ces thèmes permettent d'organiser les conférences publiques à l'occasion donc de la célébration du 11 décembre, mais ils permettent également de déployer toute la stratégie de communication et de marketing autour du 11 décembre. Il est porté à la connaissance des Burkinabés que l'organisation de la 22e édition de la Journée nationale du paysan se tiendra le 23 avril prochain.
Le laboratoire Citoyenneté s'investit dans la formation sur le processus de planification locale. Ouvert ce 10 mars pour une durée de 48 heures dans la ville de Zignari, l'atelier a pour cible les élus locaux, les membres des organisations de la société civile ainsi que ceux des radios rurales de la région du Plateau central. Michael Tougri. Ce programme qui concerne 9 communes des régions du Plateau central et de la boucle du Moun se donne pour objectif de renforcer la culture démocratique locale. Pour atteindre ce résultat, les principaux acteurs que sont les élus locaux, les organisations de la société civile, les radios locales ainsi que les conseillers villageois de développement ont un rôle important à jouer dans le processus de planification. C'est dans cette dynamique que le laboratoire Citoyenneté a décidé d'outiller ces derniers sur la démarche de planification locale et sur leur rôle pour un processus en vue d'un développement inclusif. Nous ambitionnons aller au-delà de la collectivité, aller toucher l'échelon village qui est souvent oublié, pour que les préoccupations qui ne sont pas prises en compte au niveau de la commune centre et qui se dégagent au niveau des villages puissent être prises en compte. Ce que nous attendons des acteurs que nous avons invités à cet atelier, c'est qu'ils comprennent quel est leur rôle à jouer pour en tout cas une bonne planification, une prise en compte de leurs préoccupations dans ce qu'on appelle les plans locaux de développement. Voilà. Et leur rôle aussi à jouer dans la mise en œuvre. De manière spécifique, il s'agit d'amener les participants à se familiariser avec les concepts clés ainsi que les tests qui régissent la planification locale au Burkina Faso, connaître les différentes phases du processus de planification locale ainsi que de cerner les rôles des acteurs impliqués dans ce processus. Quand on prend par exemple les réseaux, la connaissance donc du processus et de leur rôle leur permet de suivre. Voilà, de travailler d'abord à la prise en compte des préoccupations des populations à la base dans la planification et de suivre la mise en œuvre et même de faire de la veille, interpeller les autorités par rapport à la mise en œuvre s'il y a des manquants. Dans l'approfondissement de ce processus, la planification locale est un élément essentiel du développement local en ce sens qu'elle permet aux collectivités territoriales de définir, harmoniser et mettre en œuvre de façon concertée leurs actions en matière de développement local tout en respectant les grandes orientations de l'État. La coalition internationale pour le Sahel fait le point des conclusions du dernier sommet du G5 Sahel en N'Djamena. Ce fut lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui même, 10 mars, au siège de l'Union européenne à Ouagadougou que la coalition a rendu public à ses résultats. Sanata Siré avec la voix de Nelly Tapsouba. La région du Sahel enregistre depuis quelque temps des avancées notables en matière de sécurisation, notamment dues à un sursaut militaire dans la région et ont permis la libération de certaines zones, selon les conclusions du sommet de N'Djamena au Tchad. Fort de ce constat, la coalition pour le Sahel a mis en place une feuille de route avec pour objectif de consolider ses acquis et de travailler à la sécurisation de toutes les zones. Il y a eu des résultats concrets, c'est-à-dire le sursaut militaire. Et donc maintenant, c'est cette coalition avec tous ses membres, tout le monde qui opère dans cette coalition, qui ont dit allons-y vers le sursaut politique, civil, ainsi de suite, le retour de l'État dans les zones libérées. Dans ça, il y a tout le monde qui se trouve. Je lis ça avec le besoin de coordination. Ce n'est pas parce que les coordinations nationales ont failli, non. Au Burkina Faso, c'est le Premier ministre qui sera chargé du suivi de la coordination des actions de la coalition sous l'égide du chef de l'État. Ce haut comité piloté par le Premier ministre, selon le haut représentant de la coalition pour le Sahel, va permettre de créer des synergies entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Quand nous parlons d'un haut comité piloté par le Premier ministre, c'est de créer les conditions pour qu'autour de la table, tout le monde, tous les partenaires viennent. Partenaires techniques et financiers, nos gouvernants, et ensemble, et si on prend un exemple concret, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, sur l'axe Ouaga, Kaya, Dori, pour qu'effectivement les services de base doivent être implantés, permettant ainsi à la population
donc de trouver un souffle. Ce haut comité piloté maintenant par le Premier ministre qui va créer des synergies entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers pour définir les stratégies, les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs de performance et dérouler donc ce tapis-là pour aller vers des résultats probants. Sur la question des groupes de volontaires mis en place par certains États du G5 Sahel afin d'appuyer les forces armées nationales dans cette lutte contre le terrorisme, la coalition estime qu'il appartient aux États membres d'organiser la sécurité de leur territoire, et ce dans le respect des droits de l'homme et dans l'intérêt des populations, selon l'envoyé spécial de la France pour le Sahel. La feuille de route édictée à l'issue du sommet de N'Djamena, faut-il le rappeler, sera soumise à validation par un conseil de ministres des pays membres qui se tiendra le 19 mars prochain. Le mouvement Plus rien ne sera comme avant, Impresca au palais du Mogonaba. Il y a été ce matin pour présenter l'organisation à l'empereur des Mossé. Appréciant la démarche, le Mogonaba en retour n'a pas lésiné sur les conseils à l'endroit du mouvement. À noter que le Impresca envisage une conférence de presse dans les jours à venir. Écoutez le coordonnateur du mouvement à sa sortie d'audience. Il est au micro de Mami Driana Kamabou. L'objectif est de présenter le mouvement Plus rien ne sera comme avant à Sa Majesté le Mogonaba. Recueillir ses conseils et ses bénédictions. C'est l'objectif de la rencontre avec le Mogonaba. Le Mogonaba nous a remerciés. Il nous a dit qu'il nous suit et qu'il est content vraiment du travail que nous faisons. Et au niveau de la sécurité, il nous a prodigué des conseils et il nous a enseigné le plus rien ne sera comme avant. Quelqu'un l'a prononcé il y a très bien longtemps, c'est pas récent. Il nous a fait un peu le cours de l'histoire. Et il nous a demandé à ce que nous ayons un langage apaisant, un langage de sage, un langage qui rassemble les populations. Les conseils et les bénédictions, nous en avons reçus. Nous avons échangé sur les questions de la situation nationale, mais je crois bien que nous allons, dans les jours à venir, organiser une conférence de presse à laquelle on pourrait échanger beaucoup plus. L'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina, AEMB, fait le bilan de ses activités de l'année 2020. Elle était face à la presse ce 9 mars. Le président de l'AEMB a saisi l'opportunité d'être en compagnie des hommes de médias pour donner sa lecture de la réconciliation nationale au Burkina Faso, une position dont les fondements sont tirés du très saint Coran. Les détails avec Fatimata Nikiema. L'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina AEMB a tenu son 18e congrès ordinaire du 27 au 29 décembre dernier. Une instance qui a permis aux différents responsables de cette association, venus des 4 coins du pays, de procéder à sa réorganisation sur tous les plans. Un impératif, selon le président de l'AEMB, Adama Sawadogo. Il y a des départements que nous avons jugé bon, en tout cas, de diviser. Il s'agit notamment du département chargé à l'orientation et à la communication, qui, en tout cas, devient 2 départements. On a un département chargé à la communication et au numérique, pour prendre en compte, en tout cas, toutes les questions liées au numérique, afin que nous puissions travailler dans la formation pour que nos membres puissent vraiment profiter de cela. En tant qu'une structure associative à caractère religieux qui œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse musulmane, le président de l'AEMB a bien voulu donner l'avis de son association sur la question de la réconciliation nationale. L'islam prône le pardon, mais il est important de connaître le coupable afin de lui accorder le pardon. Et cela passe nécessairement par la vérité et la justice, a laissé entendre Adama Sawadogo. La réconciliation nationale est un impératif pour les filles et fils du pays. Nous devons inéluctablement trouver des voies et moyens afin que nous puissions vivre ensemble dans la paix et la cohésion sociale. Pour parvenir à une réconciliation reçue et durable, il est impératif que chaque acteur joue sa partition. L'AEMB est disposée à jouer pleinement son rôle dans le cadre des initiatives prochaines visant à parvenir à une véritable réconciliation nationale.
En rappel, le comité exécutif national de l'AMB a tenu un conseil d'administration nationale le 14 février dernier. Conseil au cours duquel un plan d'action annuel a été adopté. Il tire sa substance du plan stratégique 2019-2023 de l'association, à en croire son président. Le mérite des femmes de la presse reconnu par la Ligue islamique pour la paix au Faso, l'IPF. Ce dimanche 7 mars, la l'IPF a en effet organisé un panel en l'honneur des femmes de médias à Ouagadougou. Comme vous pouvez vous en douter, c'est une activité qui entrait dans le cadre de la commémoration de la 164e journée internationale des droits de la femme. Hyacinthe Sawadougou. Les femmes de médias sont très souvent exposées dans leur profession de journaliste. Et la Ligue islamique pour la paix au Faso a pensé que ces dernières méritent des encouragements. Depuis 4 ans, elle organise cette journée pour leur rendre un vibrant hommage. Selon le président de la Ligue islamique pour la paix au Faso, ce rendez-vous se tient dans le cadre de la célébration du 8 mars. La Ligue islamique pour la paix au Faso a pensé qu'elle doit encourager ces braves femmes. Voilà pourquoi à chaque occasion du 8 mars, nous faisons ce petit geste pour se retrouver, échanger et puis se donner, en tout cas, des idées. Parce que vous voyez des gens qui passent en longueur de journée à s'exposer de tous les côtés, il faut les encourager. Et surtout ça qui les a motivés à encourager les femmes de médias dans leur travail. Pour le docteur Zonabo Koulibaly, présidente du Conseil des femmes du Burkina, le journalisme et vie des couples font bon ménage à condition que les femmes de médias privilégient le dialogue pour l'épanouissement de leur famille. Il y a beaucoup d'imprévus dans votre métier, vous ne maîtrisez pas toutes les données, c'est difficile de faire une planification avec la vie de famille. Mais tout ceci, il faudrait sensibiliser le conjoint à comprendre la nature même de votre travail, les exigences de votre travail et tout ce que cela demande et ce que ce travail aussi vous apporte en termes d'épanouissement en tant qu'être humain. Ce n'est qu'à ce prix de compréhension mutuelle que vous pouvez arriver à planifier quelque chose par rapport à la vie de famille et à la vie de travail. À cette rencontre, des femmes de médias à l'image de Sonia Kokti de la télévision Troy TV ont été distinguées. Elles ont accueilli cette distinction avec joie et reconnaissance. J'étais très surprise quand j'ai appris que j'allais recevoir cette attestation. Et ça me touche énormément parce que je me rends compte que au-delà du simple fait de consommer l'information à travers ce que je fais, la présentation à la télé, il y a des gens qui estiment que il y a un plus qui sont touchés quelque part et moi ça me fait beaucoup plaisir. J'apprécie la démarche de la Ligue parce que ça va faire 3 années au moins que chaque 8 mars elle nous envoie des petits messages ou des petits présents pour nous encourager dans notre travail. Et également aujourd'hui quand on voit le profil de toutes celles qui étaient là, c'est une ligue islamique, mais il y avait toutes les confessions religieuses. Et donc, ça me satisfait, d'autant plus que c'est l'union, la paix et la solidarité qui sont prônées. Et donc, c'est vraiment un encouragement à mieux faire, à aller de l'avant. Ce sont au total 6 femmes de différents médias qui ont vu leurs efforts récompensés. Au regard de l'engouement autour de cette cérémonie de récompense et de l'intérêt suscité, la Ligue islamique pour la paix au Faso entend élargir ce cadre d'échange pour permettre une très grande participation des femmes de médias. Les cracks du droit, c'est le nom du tout nouveau jeu concours initié par le cadre d'échange et de formation des étudiants juristes CEFEJ. Le 6 mars dernier, les membres du CEFEJ ont procédé au lancement officiel de la première édition de cette compétition. Les inscrits devront se coller à des questions relatives aux différentes matières enseignées en faculté de droit. Plus de détails avec Abdulrahim Tapsova et Hyacinthe Sawadougou. Ils sont pour la plupart des candidats à la première édition du concours de réflexion scientifique dénommé les cracks du droit. Cette compétition est l'initiative du cadre d'échange et de formation des étudiants juristes CEFEJ. Et ce sont uniquement les étudiants inscrits régulièrement en licence 1, licence 2 et licence 3 de droit qui peuvent prendre part à cette compétition. Et pour les organisateurs, cette compétition permettra aux étudiants de se surpasser et aussi de vulgariser leur filière commune qui est le droit. Il faut dire que la compétition a pour objectif général la promotion et la vulgarisation du droit. De manière spécifique, elle vise à promouvoir l'excellence universitaire,
maîtriser le droit constitutionnel, maîtriser la théorie générale des obligations, maîtriser l'introduction à l'étude du droit, maîtriser les institutions internationales, la procédure pénale, le droit pénal général, le droit international public. Une compétition qui se déroulera sous le parrainage du professeur agréé des facultés de droit à l'université Thomas Sankara, Souleymane Toé. Et le professeur n'a pas manqué de féliciter les organisateurs et aussi d'encourager les candidats. Selon lui, en tant que professeur de droit, il était de son devoir de répondre favorablement aux sollicitations des étudiants. En tant qu'enseignant de droit, si les jeunes étudiants ont une activité pour la promotion du droit, pour l'émulation scientifique, pour l'excellence universitaire, je ne peux pas ne pas les accompagner dans cette activité qui, en tout cas, l'un des objectifs que nous recherchons à travers nos enseignements dans l'université. Les différentes équipes ont pris connaissance de leurs adversaires, et ceci par un tirage au sort effectué en présence du parrain. Et les lauréats seront récompensés en ouvrage, mais aussi d'une somme d'argent à laisser entendre le coordonnateur général, Palessier. Les organisateurs ont par ailleurs donné rendez-vous aux différentes équipes le samedi 13 mars dans la salle 1 de l'UFR-SJP à l'université Joseph Kizerbo pour le début de la compétition. Voilà un reportage qui porte la voix de Nadine Zongo. Nouveau roman dans le monde littéraire, débâcle et espoir d'une république. C'est le titre de l'œuvre de Zakaria Gengani. Dédicacé le 6 mars dernier à Ouagadougou, l'écrit parle des différents et nombreux maux qui minent les sociétés africaines. Par ailleurs, il apporte des solutions pour relever le défi du développement. Abdoulrahim Nyeni. Dabo est un jeune engagé dans la lutte contre les maux qui minent son pays, la République démocratique de Gangla, telle la malgouvernance, la corruption et la domination coloniale. Une lutte qui finira par lui coûter la vie. C'est à travers l'histoire de ce personnage de l'œuvre Débâcle et espoir d'une république que l'auteur Zakaria Gengane pointe du doigt les tares des pays africains et dénonce le pillage des ressources du continent. Vous avez une Afrique bien pleine, ou du moins à moitié pleine. C'est nos richesses. C'est parce qu'on ne voit pas bien, vous avez les feuilles de cacao, baril de pétrole, il y a le diamant, il y a l'uranium. En fait, c'est un échantillon de la richesse africaine que j'exprime. Et vous voyez que ça a été pompé. Par qui? Il y a une grue de pompage. Avec là, c'est des chars. Et justement, vous voyez la position, c'est bien l'Europe, l'Occident européen. Dans l'œuvre, l'auteur met un accent particulier sur la corruption qu'il qualifie de frein au développement des pays africains. Un engagement de l'auteur salué par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, AECLC. Gengane a fait une des parties du travail de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, à savoir sensibiliser les Burkinabés sur les méfaits de la corruption. Débâcle et espoir, cela veut tout dire. À la fois la descente aux enfers, mais également, certains diraient la résurrection ou la renaissance. Pour cette renaissance, l'auteur propose la révolution comme solution pour sauver les pays africains. Et tous les grands changements viennent après un choc. Le Burkina a donné son exemple en 1966. Maurice Amiogo. En 2014, il y a eu effectivement l'insurrection populaire. Donc nous avons eu les devoirs de maison en 1966, nous avons eu un examen blanc en 2014. Mesdames et messieurs de la presse, le Burkina va avoir son examen final. C'est pas moi qui le dis, avec ou sans nous. Avec ou sans nous. Et chacun doit apporter sa pierre. Vous l'apportez à travers vos médias. Les chanteurs apportent à travers la musique. Les paysans, parce que après ici nous allons manger. Chacun apporte sa part contributive. Ça, je l'apporte d'une autre manière à travers les livres. Titulaire d'une licence en anglais de l'université Joseph Kizerbo, Zakaria Gengane
est enseignant et inspecteur d'éducation. Débâcle et espoir d'une république est le 3e ouvrage de l'homme qui annonce d'autres ouvrages en préparation. Une coalition de 3 associations donne une autre allure au cimetière de Tanguin. Logé dans l'arrondissement numéro 4 de la ville de Ouagadougou, le cimetière en question a fait l'objet samedi dernier d'une opération de nettoyage. C'est de façon totalement gracieuse que ces jeunes sont sortis en nombre pour rendre plus sain le lieu de repos éternel de nos devanciers. Chérif Yanogo. Machette et râteau à la main, ces volontaires du collectif Action Utile des jeunes de Ouagadougou, de l'association Utile Lanceurs d'Espoir et de l'association des jeunes pour le développement durable ont décidé de redonner un autre visage au cimetière de Tanguin dans l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou. Une activité qui a constitué à enlever les mauvaises herbes et les ordures de toute nature afin d'honorer les disparus. Nous sommes venus ici aujourd'hui au cimetière de Tanguin pour vraiment honorer nos disparus. Vous avez dû voir dans vos photos et autres là que déjà c'est pas noble de laisser le cimetière comme ça. Et nous sommes venus apporter notre touche pour pouvoir vraiment rendre propre ce lieu-là avec nos frères ici présents, nos sœurs ici présents. Pour vraiment donner notre volonté de rendre propre ce lieu-là. Motivés et déterminés à rendre propre ce cimetière, ces jeunes, à travers cette action citoyenne, veulent passer un message fort. Faire comprendre à tous que les morts ne doivent pas être oubliés. Et les bénévoles de cette journée de salubrité disent ne pas être à leur première activité de salubrité. C'est pas la première action, c'est la 4e comme ça. Voilà, en date, la première c'était au commissariat de Tampoui, la 2e au niveau du palais, 3e on s'est déporté à Pau, au commissariat de Pau. Et aujourd'hui, sous l'action d'un grand frère, Vincent Paul, qui a fait une publication sur Facebook, on a décidé de joindre l'utile à l'agréable. C'est vrai qu'on peut pas tout faire, mais l'idée est de marquer notre passage. Voilà, les gens nous voient déjà, vous êtes présents ici. On s'est dit qu'on va faire tâche d'huile. Et peut-être qu'après cette action-là, bon, peut-être qu'un peu, les gens pourront aussi se joindre à l'action de telle sorte que ceux qui nous sont chers, qui sont couchés ici, puissent vraiment vivre dans un environnement agréable. Une activité qui a également vu la participation des femmes qui veulent elles aussi apporter leur contribution. Donc en tant que femme, et comme je le disais en prélude du 8 mars, c'est pour montrer aussi que nous n'allons pas rester derrière. La femme, c'est pas seulement la cuisine, c'est pas seulement les activités, comment dirais-je ça, les autres activités. Mais nous voulons montrer aussi que nous sommes capables d'aider les hommes, de nous rendre utiles vraiment pour la société. Un cimetière abandonné et transformé en dépotoir malgré les interdictions. Une situation qui doit interpeller les autorités et chacun des Burkinabés pour le respect des disparus. Le tournoi de la Coupe du maire de Fara a connu son dénouement ce dimanche 8 mars. Une finale qui a opposé l'équipe du secteur 3 à celle de Toné. Le sport étant fédérateur, cette compétition vise à promouvoir le vivre ensemble et à développer la pratique du sport chez les populations de la commune. Abdoulrahim Magnéni. La finale de la Coupe du maire de Fara a été un match serré entre l'équipe du secteur 3 habillée en orange et celle du village de Toné en noir. Et c'est à la 85e minute que les Oranges du secteur 3, après plusieurs occasions manquées, inscrivent le seul but de la rencontre. Le secteur 3 est sacré champion à cette finale qui a connu la présence d'autorités politiques mobilisées pour la célébration du 8 mars dans la commune. L'équipe du secteur 3 repart donc avec le trophée, des jeux de maillot et une enveloppe de 200 000 francs CFA. Sincèrement, en tout cas, comme c'est une finale, on s'attendait à ça aussi. Voilà, une finale, c'est pas du jeu. Ils ont mérité aussi pour en tout cas être en finale. Et nous aussi, en tout cas, de notre côté, on a si joué le coup. Mais en tout cas, ça nous a rapproché avec la jeunesse de la commune. En tout cas, le rassemblement de la jeunesse, en tout cas, autour du football. Donc, on a ressenti qu'il y a des villages voisins, quand tu pars là-bas maintenant, tu es reconnu. C'est grâce à la Coupe du maire. Le maire de la commune de Fara estime que ce tournoi est une occasion de rassembler les populations de la commune afin de créer un lien fraternel entre elles et promouvoir ainsi le bon vivre ensemble et la cohésion. Les deux équipes étaient très engagées dans le fair play et vous avez vu la mobilisation forte de la jeunesse de la commune aujourd'hui. Donc je suis vraiment très satisfait du déroulement de cette finale. L'objectif, c'est de permettre le brassage des jeunes des 25 villages de la commune de Fara
c'est de permettre que ces jeunes se retrouvent pour fraterniser, pour pratiquer un sport et comme on a coutume de le dire, un esprit sain dans un corps sain. Débutée en avril 2020, la 4e édition de la Coupe du maire de Fara a été freinée par la pandémie du Covid-19. 14 équipes issues des villages et secteurs de la commune ont pris part à cette compétition. Chaque équipe est répartie avec un prix de participation pour symboliser l'union et la fraternité. Pour refermer cette édition, permettez-nous de revenir sur cette triste nouvelle. Le Premier ministre ivoirien est décédé ce mercredi 10 mars. Ahmed Bakayoko était hospitalisé depuis le début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris avant d'être transféré en urgence en Allemagne. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, nous présentons toutes nos condoléances au peuple ivoirien. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur cette photo de la mare d'Oursi se trouvant dans la province de Louda-Lens dans la région du Sahel au Burkina Faso. Le site de la mare couvre une superficie de 1200 km² et on trouve plus de 103 espèces végétales. Je vous souhaite une très belle suite de programmes sur 3TV, la télévision interactive. Bonsoir.